Le sujet de la soirée est la lumière de l'esprit, et l'idée est d'explorer comment les individus peuvent acquérir une clarté mentale et une lucidité face aux situations confuses de la vie. Bernard de Montréal explique que l'un des problèmes fondamentaux de l'homme est son inclination à être influencé, soit par des facteurs extérieurs, soit par des facteurs internes. L'influence externe peut être corrigée par des paramètres externes, tels que les conseils d'autres personnes. Cependant, l'interne, basé sur la mémoire et les notions mémorielles, est plus difficile à corriger car elle affecte les systèmes psychologiques et psychiques de l'individu. Pour accéder à la lumière de l'esprit, il est nécessaire de se libérer de cette influence psychique. L'homme est encore dans une évolution psychologique et n'a pas atteint un niveau de conscience suffisamment développé pour comprendre qu'il pense à partir de son centre, tout en respectant les valeurs sociales et les autres personnes. La mémoire doit être altérée en fonction d'une perception de discorde entre les forces psychiques subliminales qui agissent sur l'esprit et qui utilisent la mémoire pour maintenir l'individu dans une confusion et une inconscience. Un exemple est donné d'une jeune femme qui a des pensées négatives sur elle-même, sans réaliser qu'elles viennent du plan psychique et non d'elle-même. L'homme n'est pas anti-vie, il n'est pas contre lui-même, mais il y a une couche de conscience dans l'homme qui doit se développer pour accéder à sa propre lumière et clarté mentale. L'être humain est souvent confronté à la confusion, causée par les événements extérieurs qui perturbent sa mémoire et son mental. Cette confusion est entretenue par des forces psychiques qui utilisent la mémoire à leur avantage. Cependant, si l'homme parvient à développer sa conscience psychique, il peut prendre conscience de ce processus de confusion et ainsi commencer à voir à travers les influences psychiques. Il peut alors développer un centre de pensée indépendant et mettre fin à la confusion. La mémoire n'est pas nocive en soi, elle permet à l'homme de s'ancrer dans le présent et de maintenir une continuité dans sa vie. Cependant, elle devient nocive lorsque les émotions s'y mêlent et sont utilisées par des forces psychiques. L'évolution psychique de la conscience humaine permet de diminuer la dépendance à la mémoire. Selon l'interviewé, il ne s'agit pas de dire que l'homme n'aura plus de mémoire à l'avenir. Est-ce plutôt que certaines parties de sa mémoire mécanique, utilisées par des entités pour influencer ses pensées et émotions, deviendront moins pertinentes. Cependant, l'homme est un être multidimensionnel qui est également connecté à de vastes réserves mémorielles dont il n'a pas nécessairement conscience. Il possède des mémoires subliminales qui peuvent s'activer et lui permettre de développer des talents dont il n'avait pas conscience auparavant. La vie humaine sur Terre est programmée, que ce soit au niveau astral ou mental, et ces programmations influencent la relation entre l'homme et sa vie. Cependant, l'homme n'a pas accès à sa mémoire de manière appropriée, ce qui l'empêche d'accéder à une conscience créatrice plus élargie. Lorsqu'une personne essaie de supprimer une mémoire, elle s'attaque en réalité à la réflexion que cette mémoire crée dans son esprit, sur un plan inconscient. La personne qui a vécu un traumatisme comme un viol ne peut pas se dissocier de la valeur psychologique de cet événement et peut devenir prisonnière de cette valeur psychique. Sans quelqu'un pour l'aider à se libérer de cette emprise, elle peut rester marquée pendant des années, influençant même ses relations et son intimité. Cependant, il est possible de dépasser cette programmation grâce à une conscience mentale développée et à l'aide de son esprit, pour éliminer cette mémoire traumatisante. Lorsqu'il s'agit d'intervenir sur une problématique liée à un choc, il est important de ne pas se limiter à traiter uniquement le problème en surface, mais d'aller à la source du psychisme de l'individu. Simplement se souvenir et raconter l'événement ne suffit pas à éliminer en profondeur la problématique du psychisme. Il est nécessaire de connaître les lois de la conscience et d'évoluer vers une conscience intégrale pour réellement se libérer. Révéler une mémoire et en parler à quelqu'un peut neutraliser cette mémoire, mais ce n'est pas suffisant pour éliminer complètement la problématique du psychisme. Il faut développer une conscience intégrale pour vraiment se libérer. Selon le conférencier, il existe des thérapies qui permettent aux individus d'explorer leur passé et d'ouvrir leur centre psychique, mais certains peuvent devenir déséquilibrés après ces expériences. Il compare cela à d'autres activités comme le yoga, le golf ou le ski, qui ne conviennent pas à tout le monde et peuvent causer des problèmes si elles ne sont pas adaptées à chacun. Il souligne l'importance pour chaque personne de connaître ses propres besoins et de ne pas se laisser influencer par les autres. Le conférencier met en garde contre l'influence excessive de la société sur les individus, ce qui peut entraîner une perte de leur propre centre et de leur propre essence. Il affirme que le plus grand problème de l'humanité aujourd'hui est celui de l'influence, qui manipule la conscience et crée une rupture entre l'ego et sa source. En ce qui concerne la question des influences intérieures et extérieures,
le conférencier estime qu'il est essentiel de développer un certain centre de gravité intérieur pour ne pas être trop magnétisé par les influences extérieures. Il affirme qu'il faut avoir une certaine maturité et une force intérieure pour pouvoir commencer à développer une objectivité par rapport à l'extérieur. En résumé, le développement intérieur et la défense contre les influences extérieures commencent par la construction d'un centre de gravité intérieur solide. A permet à l'individu de développer une certaine résistance psychique et de maintenir les influences extérieures à distance. Cependant, il souligne que ce processus commence à l'intérieur et nécessite une exploration de soi avant de pouvoir interagir avec l'extérieur de manière saine. Dans cette discussion, les intervenants abordent la question du développement d'un centre de gravité intérieur. Ils expliquent comment une personne extérieure peut aider quelqu'un à développer cet équilibre intérieur. Pour cela, il faut que cette personne extérieure soit suffisamment intelligente, objective, transparente au niveau de l'ego et inspirant le respect. En écoutant attentivement cette personne et en suivant ses conseils avisés, l'individu réceptif peut ajuster sa conscience personnelle et découvrir son centre intérieur. Cependant, cela ne signifie pas que lire des matériels ou écouter des personnes éveillées suffit à neutraliser les influences astrales. Les intervenants expliquent également que certains enseignements ésotériques orientaux visent à briser l'ego des disciples pour les assujettir au maître, plutôt que de les aider à développer un ego transparent. Ils soulignent l'importance d'avoir un ego transparent plutôt qu'un ego brisé ou dominé par d'autres. Ils critiquent le fait que certains maîtres jouent des jeux d'esprit plutôt que de parler avec intelligence, créant ainsi des individus sans centre de gravité mais admiratifs du maître. Le cycle se perpétue lorsque ces élèves deviennent eux-mêmes des maîtres et utilisent les mêmes tactiques avec leurs disciples. Dans cette conversation entre Boulevard M, Bernard de Montréal, et DM, Dominique Morise, il parle de la prise de conscience et de la capacité de l'homme à lutter contre les forces psychiques qui manipulent et créent de la confusion dans son mental. La prise de conscience est un processus qui permet à l'homme de devenir de plus en plus clair et de devenir maître de son mental. Être maître de son mental signifie être capable de fracturer les formes et de voir à travers les illusions psychiques. L'émotion est une énergie astrale qui fait partie de la conscience animale de l'homme, elle est nécessaire pour maintenir l'équilibre entre la conscience infinie et la particularité biologique de son humanité. Cependant, il est important que l'émotion ne fasse pas interférence avec le développement de l'intelligence. L'émotion a pour fonction d'utiliser l'énergie de l'âme pour le perfectionnement de la relation entre la matière et l'esprit. Elle est présente dans la science et les arts, mais elle peut aussi être un aspect négatif de la conscience humaine. Pour utiliser cette énergie de manière positive, l'homme doit être suffisamment intelligent pour toujours relier l'émotion à l'aspect intelligent de sa conscience. Lorsqu'un être conscient traite avec ses émotions ou celles des autres, il le fait de manière esthétique. Cela signifie que l'émotion, cette énergie astrale puissante chez un être conscient, ne peut être utilisée que de manière esthétique, c'est-à-dire pour établir une relation harmonieuse entre l'esprit, l'âme et l'ego. Le concept de beauté ou d'esthétisme, vu d'un point de vue mental, se rapporte à ce qui harmonise parfaitement. Ainsi, une émotion vécue de manière consciente nous amène automatiquement à vivre le beau. Par exemple, lorsque l'on regarde un film et que l'on pleure, ce n'est pas nécessairement de la tristesse, mais plutôt une réaction à la relation créative perçue entre l'esprit, l'âme et l'ego au travers des émotions véhiculées. Pour un être conscient, le domaine des émotions n'est pas limitant dans son évolution mentale. Cela ne l'empêche pas d'être intelligent et de partager de manière créative son esprit avec les vibrations de l'âme à travers la perception de l'ego. Cela maintient constamment une homogénéité entre l'esprit et l'âme, grâce à un ego équilibré. La distorsion dans la beauté apparaît lorsque l'individu n'est pas capable de percevoir l'émotion comme étant le résultat d'un agrandissement de son intelligence. Cela se produit lorsque l'émotion réduit la vie de l'individu, le rend esclave d'un système, d'une idéologie ou d'un événement, en lui enlevant sa liberté. Dans ce cas, l'individu est astralisé, c'est-à-dire qu'il est enfermé dans une relation entre son âme et son ego, coupé de son esprit. L'astralisation dépend du niveau de spiritualité de chaque individu. La spiritualité est considérée comme le sommet de l'état humain, en opposition à la matérialité. Cependant, il est nécessaire de comprendre que le matérialisme et la spiritualité sont deux extrêmes opposés dans une conscience globale, et qu'il y a toujours un troisième principe, une synthèse. Cette synthèse est réalisée par l'esprit de l'individu, qui est la source de l'intelligence créatrice. Ainsi, l'homme doit réaliser qu'il ne peut pas se limiter au matérialisme ou à la spiritualité, mais qu'il doit faire la synthèse des deux. C'est cette synthèse qui
permet à l'individu de sortir de la polarité et d'accéder à la conscience supramentale. Cela signifie que l'individu ne peut pas se considérer comme étant sauvé uniquement parce qu'il est spiritualiste, car il reste dans ses propres illusions. Il est donc nécessaire de dépasser cette dichotomie et de réaliser que l'intelligence créatrice de l'homme réside dans la synthèse du matériel et du spirituel. Dans ce passage, l'auteur aborde les cycles de mouvement que nous vivons dans notre civilisation et affirme que ceux-ci finiront par disparaître. Il suggère que l'humanité atteindra une conscience créative et des centres qui donneront naissance à une véritable liberté mentale. Il souligne également que la lutte entre le bien et le mal, la guerre et la paix est un aspect de l'évolution qui ne sont pas définis, mais qui doivent trouver une synthèse. L'auteur réfléchit ensuite sur le concept d'intelligence et affirme que devenir intelligent signifie ne plus être limité dans sa conscience. Il affirme que cela fait partie de l'évolution de l'humanité, un processus qui prendra des siècles. Il souligne également que l'intelligence n'est pas acquise en vivant seulement la thèse, mais aussi en faisant l'expérience de l'antithèse, c'est-à-dire en confrontant des contradictions. L'auteur explique ensuite que passer de la thèse à l'antithèse rend une personne philosophique, capable de faire des comparaisons et de devenir consciente des valeurs opposées. Cependant, il souligne que la philosophie et la psychologie n'ont pas résolu le problème de la conscience humaine. Il affirme que les lois occultes de la conscience humaine doivent être établies pour permettre à l'humanité de passer de l'antithèse à la synthèse. Enfin, l'auteur discute des forces matérielles et spirituelles qui s'affrontent dans notre monde, soulignant que si elles ne sont pas équilibrées, l'une peut prendre le dessus sur l'autre. Il mentionne les illusions des scientifiques qui ont cru que la science résoudrait les problèmes de l'humanité, ainsi que les mouvements de spiritualité qui ont également échoué à résoudre ces problèmes. Il souligne que des changements se produisent à la fois en science et en spiritualité, et que quelque chose de nouveau est en train de se former. L'homme vit dans une illusion où il se polarise soit vers la spiritualité, en ignorant le matériel, soit vers le matériel, en ignorant le spirituel. Cette dualité crée une confusion et les individus se retrouvent prisonniers de la dialectique sans parvenir à en trouver une synthèse. La synthèse ne peut naître que de la conscience éveillée de l'homme, qui doit être capable de réduire les extrêmes de sa conscience pour trouver un équilibre entre ses besoins spirituels et matériels. La synthèse ne peut pas être véhiculée collectivement, car l'humanité est régie par des lois cycliques. Si l'homme atteignait une conscience supramentale, il pourrait sortir de son corps physique et travailler à d'autres niveaux de conscience. Tant que l'humanité reste au niveau karmique, la dialectique entre la thèse et l'antithèse perdurera, mais il y aura toujours un progrès qui se manifestera au fil des cycles. Au XXIe siècle, il y aura des avancées dans la spiritualité, mais cela restera un phénomène dialectique. Cependant, certains individus échapperont complètement à cette dialectique et atteindront un niveau de conscience supérieur. Ils auront une conscience mentale développée et seront libres des lois de l'âme et du karma. Ces individus pourront agir de manière consciente lors de transitions d'un plan à un autre. La synthèse de la conscience se fera individuellement, mais les individus pourront s'éclairer mutuellement dans leurs relations humaines pour accélérer le processus. Ce processus ne nécessite pas de se regrouper en communauté ou de créer une religion. Les individus seront libres des conventions des sphères spirituelles ou matérielles et auront un pouvoir créatif qui permettra de mettre fin au mouvement dialectique. Le processus de synthèse sera déjà implanté dans le monde et soutenu par une science développée. Vivre la synthèse avec d'autres individus peut accélérer le processus, car les discussions permettront de détruire les formes pensées et le mémoriel plus rapidement. Toutefois, chaque individu peut atteindre la synthèse de manière autonome en suivant des principes de base. Dans cette réponse, Bernard de Montréal affirme que si l'on est suffisamment conscient de soi-même et capable de vivre en harmonie avec son esprit, on n'a pas besoin de lui. Il se présente comme un facteur événementiel dans la vie humaine, en connaissant les lois occultes du mental et en aidant les individus à passer du plan animique au plan de l'esprit intégral. Cependant, il précise qu'il n'est pas un psychologue et ne propose pas de consultation. Il encourage les individus à trouver leur propre niveau de fonctionnement optimal et à laisser les autres faire le travail qui leur convient le mieux. Il termine en remerciant le public.